Aujourd'hui, nous sommes dans un marché de repreneurs. C'est-à-dire que si votre entreprise n'est pas bien préparée, eh bien, elle sera vendue au rabais, ou alors pire, elle ne sera pas vendue du tout. Et c'est une situation bien plus répandue que ce que vous ne pouvez penser. J'ai vu des patrons perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, juste par manque de préparation. Voici comment éviter tout ça. Que vous vendiez dans 1 an ou 5 ans, l'action commence dès la fin de cette vidéo. Vendre son entreprise sans préparation, c'est comme faire un saut en parachute, monter dans l'avion, aller à 4000 mètres et se rendre compte en haut qu'on n'a pas de parachute. Je le sais, j'ai moi-même créé, repris et cédé des entreprises en France, que ce soit sous forme de fonds de commerce ou de cession de parts sociales. Basé sur mon expérience et les personnes que je rencontre depuis des années et des années dans ce monde de la transmission, j'ai écrit un livre, Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va passer en revue une méthode en 9 étapes qui vous permettra de passer de l'idée de céder à une cession réussie. Alors commençons tout de suite par la première étape. Définir votre projet post-cession. Qu'est-ce que vous voulez faire après avoir cédé? Ça peut paraître bizarre que ce soit la première étape et pourtant, sans elle, eh bien, vous n'allez pas avoir de cap, de direction précise où vous voulez aller. Et c'est généralement dans ces cas-là où les négociations vont s'éterniser, vous allez toujours trouver des raisons pour lesquelles ne pas avancer. Un point important pour définir votre projet post-session, c'est de définir de combien vous aurez besoin dans votre vie de tous les jours. Et est-ce que la vente de votre société va vous permettre de couvrir ceci? Si vous partez à la retraite, par exemple, est-ce que vos retraites complémentaires plus le prix de cession vont couvrir votre rythme de vie actuel et futur? Ou alors, si vous êtes dans la quarantaine et que vous décidez de réinvestir une partie dans une autre entreprise, ou dans de l'immobilier, ou dans un tour du monde, combien de temps vous allez pouvoir vivre avec cette rente? Sachant qu'en général, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas d'autres revenus alternatifs. C'est pour cela que vous aurez besoin de la deuxième étape, qui est de faire une valorisation initiale de votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui dans ces conditions actuelles d'exploitation? Je vous invite à prendre contact avec différents experts, que ce soit votre comptable, mais qui va avoir une vue uniquement sur les chiffres, pas forcément sur l'opérationnel, ou alors un cabinet de transmission, ou encore moi-même. Nous allons pouvoir mettre ensemble plusieurs valorisations et plusieurs méthodologies. L'objectif, c'est d'arriver à une situation réaliste par rapport au marché actuel. De là, vous allez pouvoir faire deux choses. Premièrement, raffiner votre projet post-session. Est-ce que le prix de valorisation actuel correspond à vos besoins pour votre projet post-session? Et deuxièmement, comme moi je fais avec mes clients, eh bien, je leur donne des pistes pour augmenter cette valorisation. L'objectif n'est pas de rester dans la situation comme elle est, mais d'arriver à une situation optimisée pour faciliter la vente. En effet, cette valorisation initiale n'est pas gravée dans le marbre. Il est possible de la faire augmenter facilement sans même faire plus de chiffre d'affaires, et c'est l'objet de la troisième étape, rendre votre entreprise attrayante. Très peu de cabinets de transmission le font. Eux, ils vont juste à l'opération, mettre en vente et vendre. Les CCI ne le font pas vraiment, elles ne le font pas de manière personnalisée. Et passer cette étape, c'est un peu comme si vous vouliez vendre votre voiture, mais vous n'allez jamais à la station de lavage avant pour nettoyer la carrosserie et aspirer les poussières qu'il y a à l'intérieur. Forcément, les photos seront moins belles et il y aura moins d'acheteurs potentiels. Ou alors, ils vont venir discuter votre prix. En fonction du temps que vous avez avant de céder, vous allez pouvoir mettre en place différentes actions. Si vous voulez céder relativement rapidement, c'est-à-dire dans l'année par exemple, on va d'abord se concentrer sur tous les coûts annexes à la production. Si vous avez 2 à 3 ans avant la cession, il est possible de mettre en place plus de délégations, que vos équipes soient plus responsables, plus autonomes et que ça soit plus facile pour le repreneur de reprendre votre activité et surtout de la poursuivre de manière pérenne. Si vous souhaitez céder dans 3 ans ou plus, on va mettre en place des stratégies de croissance, tout en gardant le focus sur la marge bénéficiaire. Et un peu plus tard, dans l'étape 5, je vous montrerai comment mettre en avant les efforts et les stratégies que vous avez mis en place et qui rendront le repreneur beaucoup plus intéressé par votre dossier. Mais avant ça, il vous faut un garde du corps à votre opération pour rendre tout cela légal et bien vous protéger. Et c'est l'objet de la quatrième étape, recruter votre avocat. Ça peut paraître bizarre de choisir son avocat alors qu'on n'a pas encore commencé à mettre en vente son nom. Et pourtant, c'est essentiel pour moi de le faire avant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir commencer à appréhender sa manière de fonctionner. Vous devez dans tous les cas choisir un avocat spécialisé dans le droit des cessions d'entreprise. C'est un domaine vraiment spécialisé et j'ai pas envie que vous ayez votre avocat qui ait géré votre divorce, votre conflit avec des salariés. Ça n'est pas les mêmes compétences, ça n'est pas les mêmes connaissances. Donc recruter un avocat spécialisé, c'est nécessaire. Mais vous devez commencer à vous apprivoiser chacun. Comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fait que défendre vos intérêts et à quel moment il va falloir passer au-dessus de son opinion ou alors la remettre en cause ou lui demander d'expliciter sa position.
Souvent, je vois des patrons qui disent: «Oui, mais mon avocat a dit que». Oui, c'est un fait. C'est une possibilité que ça arrive. Mais quelle est la probabilité que ça arrive? C'est ça la vraie question que vous devez poser à votre avocat et le remettre en perspective avec le reste de l'opération. C'est pour cela qu'il faut commencer dès maintenant à le recruter, que vous commenciez à discuter et vous allez pouvoir apprivoiser sa manière de faire et il n'y a pas encore de tension pour accepter ou non un deal et c'est le bon moment de le faire. Maintenant que vous avez travaillé votre projet post-session, que vous avez une valorisation initiale, que vous avez votre avocat, vous allez pouvoir vous exposer et passer à la mise en vente. Avant de mettre en vente votre société, il va falloir collecter pas mal de documents. Pourquoi? Pour constituer ce qu'on appelle dans le jargon une data room. En gros, un dossier dans lequel vous allez mettre non seulement les bilans, l'organigramme, les fiches de salaire, les contrats de travail, etc., etc. Je peux vous donner une liste complète si vous le souhaitez. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on puisse rédiger un memorandum. C'est aussi un autre terme technique, mais il sera repris par tout le monde. Donc, je préfère vous le donner dès maintenant. Et dans ce memorandum, on va pouvoir concentrer tous ces documents, faire une bonne présentation de votre entreprise et surtout être authentique. On ne va pas chercher à embellir trop la situation. L'objectif, c'est d'avoir une situation réaliste et d'attirer le bon repreneur dès le début. Évitez de discuter avec un repreneur qui va vous faire perdre du temps encore et encore parce qu'en fait, vous n'aviez pas annoncé X ou Y et pour lui, c'est des facteurs déterminants. Et dans ce processus de mise en vente, il va y avoir 2 documents importants. Le premier, c'est un document en gros qui fait 1 à 2 pages maximum et qui présente l'entreprise mais de manière anonyme. On va donner par exemple le département ou la région selon votre source de chalandise et quelques informations initiales. L'objectif, c'est d'avoir les premiers intérêts des repreneurs et de pouvoir déjà commencer à les filtrer de notre côté. Et ensuite, il va y avoir ce fameux memorandum. Lui, il peut faire 15-20 pages, peut-être plus si votre société est assez complexe à expliquer, mais en général, en 15 à 20 pages, on peut déjà faire beaucoup de choses et donner beaucoup d'informations qui vont permettre au repreneur de se projeter dans votre entreprise, de savoir s'il a un intérêt ou pas. Vous devez également définir quel est le repreneur idéal. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir où le chercher. Si le repreneur idéal, c'est une autre entreprise. Vous allez pouvoir contacter discrètement d'autres dirigeants. Si le repreneur idéal est un de vos salariés, vous allez pouvoir aborder le sujet avec lui. Mais définir quel est le profil idéal sans forcément être exclusif et vous faire avancer vers votre objectif de cession. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a un grand défi, c'est comment est-ce que je protège la confidentialité de mon opération. C'est une question que je reçois tout le temps. Soit vous avez un intermédiaire comme moi, ou alors vous pouvez aussi le faire vous-même. C'est-à-dire que vous créez une adresse email dédiée pour ce projet de cession. Ça va être anonyme et ça va vous permettre d'envoyer la première page de résumé de la situation. Le repreneur n'aura pas besoin de savoir que c'est une fausse personne, entre guillemets, qui fait la relation. Elle, ce qu'elle veut, c'est votre entreprise et en savoir plus. Ça vous permettra de faire un premier niveau de confidentialité. Ça y est, vous mettez votre entreprise à vendre et le téléphone commence à sonner. C'est là que commence un jeu psychologique avec les repreneurs. C'est l'objet de la 6e étape. Et dès le début, il va falloir faire attention à vos propres émotions. Pourquoi? Parce que, en général, si on met une annonce sur un site, il va y avoir pas mal de personnes qui vont s'intéresser. Et là, vous allez être peut-être dans une forme d'euphorie. De vous dire, ah oui, il y a plein de personnes qui me veulent, etc. Mon entreprise est super intéressante. La réalité, c'est qu'ils ont juste quelques informations et il va falloir vite redescendre un peu dans les tours, ne pas vous enflammer pour pouvoir garder l'esprit serein et avancer sereinement dans les discussions avec les repreneurs. Dans le processus habituel, un repreneur va d'abord manifester son intérêt par exemple sur une annonce qui va être sur un site dédié. Et puis on va lui envoyer ce qu'on appelle un NDA ou une clause de confidentialité. L'objectif, c'est qu'il ne s'engage pas à dévoiler vos informations à quiconque. Et puis de là, on va lui envoyer donc la première présentation en 1 page. Et en général, très rapidement, il reçoit le dossier complet de 15-20 pages, le memorandum. Ce que je propose toujours, moi, c'est de faire un premier filtre dans les repreneurs dès cette étape-là. Beaucoup de cabinets de cession, de CCI, etc., par facilité, par manque de temps, ne prennent pas le temps de déjà filtrer. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas discuter avec beaucoup de repreneurs qui ne vont pas être très sérieux sur le long terme. Donc, dès le début, on peut commencer à avoir quelques signaux que je mets en place et que je donne à mes clients qui permettent d'identifier qui va être un repreneur sérieux ou non dans votre projet.
Et parmi ces critères de tri des repreneurs, il ne faut pas être trop ciblé sur votre propre profil. Ce n'est pas parce que vous étiez technicien, que vous avez créé votre entreprise, que vous avez monté sur 5, 10, 15 salariés, que le repreneur doit forcément être technicien et avoir le même parcours. Vos compétences ont évolué dans les années et donc un repreneur peut être d'un profil très différent. Il ne faut vraiment pas se fermer sur le fait que ça soit une copie conforme de votre parcours pour reprendre votre entreprise. Ce n'est pas forcément ce dont elle a besoin à l'instant T. Ensuite, je dis toujours aux dirigeants de bien écouter les questions que les repreneurs posent. C'est très facile de parler de son entreprise, d'en dire des tonnes et des tonnes, puisque vous connaissez votre entreprise par cœur. Mais la qualité des questions va montrer aussi le type de profil de repreneur que vous avez en face de vous. Si c'est une personne qui n'a jamais lu un bilan, comment va-t-elle faire pour appréhender l'aspect entrepreneurial? De l'autre côté, si c'est une personne uniquement commerciale, est-ce qu'elle comprend au moins les enjeux de votre domaine et la manière dont on fait du business dans votre type d'activité? Toutes ces questions ont un sens et c'est à vous de pouvoir vous en servir pour trier les repreneurs et de choisir l'un ou l'autre profil. Maintenant, n'oubliez pas ce que j'ai dit en introduction. Nous sommes dans un marché de repreneurs. Donc, il y a plus de vendeurs que de repreneurs et vous devez faire la différence. La bonne nouvelle, c'est qu'en suivant les premières étapes que je vous ai déjà annoncées, vous représentez le haut du panier et le repreneur va détecter qu'il y a une meilleure opportunité avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Quand j'accompagne des chefs d'entreprise comme vous, eh bien, j'ai une spécialité. Je les prépare très spécifiquement à rencontrer les repreneurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je joue le rôle du repreneur. Je vais faire comme si je ne connaissais pas votre entreprise et je vais vous poser des questions. Et surtout, je vais écouter comment vous y répondez. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous soyez en position de force face au repreneur. Qu'il ne sente pas qu'il est peut-être le seul à s'être intéressé à votre entreprise. Qu'il sente qu'il ait une opportunité en face de lui et pas une entreprise qui va pouvoir négocier au rabais. Quand vous aurez choisi un repreneur avec qui ça se passe bien et avec qui les discussions sont avancées au niveau oral, il va falloir passer à la partie écrite. C'est l'étape suivante, la lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est un peu comme des fiançailles dans un mariage. C'est une étape un peu préparatoire, on se donne une période pour essayer de manière exclusive à arriver au mariage, donc pour vous, à la session. Dans une lettre d'intention, que vous allez peut-être aussi entendre parler comme LOI, pour Letter of Intent en anglais, et c'est des termes très utilisés un peu par tout le monde, eh bien on va retrouver l'objet de qu'est-ce qui va être racheté. Est-ce que le repreneur veut reprendre vos parts sociales ou votre fonds de commerce? On va y retrouver aussi les conditions de rachat, que ce soit le prix, les conditions de paiement, les clauses d'accompagnement. Ce genre de choses sont très standards en général dans une lettre d'intention. Et on retrouve également des clauses suspensives. L'objectif, c'est que le repreneur puisse ne pas aller au bout du rachat ou que vous ne vouliez pas aller avec lui jusqu'au rachat avec certaines clauses. Les plus fréquentes sont le fait que le repreneur obtienne un financement, que les audits soient conformes à ce que vous avez annoncé dans les premières discussions et dans ce qui a été convenu dans le mémorandum. Et on trouve aussi souvent des clauses liées aux aspects plus juridiques ou administratifs comme des déclarations d'URSSAF à jour, qu'il n'y ait pas de litige non annoncé, ce genre de choses. Ce que je viens de vous décrire, c'est la lettre d'intention idéale. Certains repreneurs préfèrent faire des versions beaucoup plus courtes et faire après un deuxième document qu'on appelle un protocole de cession qui va reprendre ce que je viens de mentionner. Dans tous les cas, il faut faire attention. En effet, parfois il y a des lettres d'intention très courtes. Il va falloir du coup réduire la période d'exclusivité, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous allez accorder l'exclusivité au repreneur pour vous présenter un protocole. Si la lettre est courte, le délai doit être court. Si la lettre est bien détaillée, vous pouvez accorder un premier délai de 3 mois par exemple, qui sera renouvelable en fonction des accords que vous trouvez au fur et à mesure. Une fois que vous aurez signé une lettre d'intention, c'est là où le repreneur va sortir sa loupe et tout passer au clair. C'est la 8e étape, les audits. Comme je le prends depuis le début, vous devez être transparent avec le repreneur. Et au moment des audits, c'est pareil. Vous ne devez pas chercher à cacher les choses ou à ce que ça soit forcément le repreneur qui trouve. Pourquoi? Parce que ça risque de briser la confiance que vous avez construite avec lui. Il est important de garder cette confiance, c'est souvent ce qui fait la différence entre un deal qui va jusqu'au bout ou pas du tout. Une des erreurs les plus fréquentes que je vois dans les discussions sur les reprises d'entreprise et les cessions d'entreprise, c'est que le dirigeant reste passif pendant la période d'audit, alors qu'il devrait être vraiment actif. Suivre son avocat, suivre l'avocat du repreneur, relancer le repreneur pour voir où il en est,
contacter son expert comptable pour savoir s'il a transmis des pièces ou quel type de pièces ont été demandées par la partie adverse. Tout ça, ça fait partie du fait que le processus va se passer correctement et suivre son calendrier initial. Si vous restez dans une position trop passive, eh bien, tout le monde va un peu s'endormir sur le dossier et considérer que ce n'est pas une priorité. Donc, rester actif et rester moteur dans cette période d'audit est vraiment fondamental. Attention aussi pendant cette période d'audit. Ce n'est pas parce que vous devez rester actif avec les autres parties prenantes qu'il faut délaisser votre opérationnel du quotidien. Très souvent, voire presque tout le temps, on voit une baisse des chiffres dans l'activité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que votre tête est déjà dans le futur, alors que l'entreprise, elle continue à vivre dans son présent. C'est normal d'être concentré sur le projet futur. Mais il est très important que l'opérationnel reste sur les mêmes rails que ce qui était prévu avant. En général, dans les lettres d'intention, il y a toujours une indexation au fait que les chiffres restent les mêmes. Donc, si l'entreprise baisse dans ses chiffres entre le moment où vous signez votre lettre d'intention et le moment où vous faites la signature finale, eh bien, le prix de cession va être dévalorisé. Et ça, c'est parfois très difficile pour un entrepreneur d'entendre que son entreprise valait peut-être 500 000 euros avant les audits et qu'à la fin des audits, elle n'en vaut plus que 400 000. Je reçois aussi souvent la question: quel salarié je dois impliquer dans les audits? J'ai envie de dire le strict minimum. Si vous avez, je ne sais pas moi, un haut manager ou un responsable commercial ou un comptable interne, ces gens-là vont forcément devoir être dans la confidence du fait que vous voulez céder prochainement. Et je vous invite à leur faire signer un document de confidentialité. L'objectif, c'est pas que l'information se répande dans toute l'entreprise, alors que vous ne maîtrisez pas le récit, vous ne savez pas si les discussions vont aller jusqu'au bout et vous voulez éviter l'effet de démotivation potentielle. Une fois les audits finis avec succès, il ne reste plus qu'une étape, mais c'est la plus émouvante. La 9e, passer à la signature. Juste avant de signer la cession effective de l'entreprise, je vous invite à bien relire le protocole de cession en entier. Pourquoi? Parce que votre avocat peut avoir fait une petite erreur et c'est à vous de le savoir, puisque c'est vous qui allez signer, vous qui allez apporter votre crédibilité. Une fois que c'est signé et il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. J'ai déjà eu des dossiers où des garanties n'étaient plus vraiment des garanties, il y avait des problèmes de copier-coller entre les documents et finalement le repreneur se retrouve moins garanti que ce qui était prévu pour lui. Donc bien relire votre dossier, même si c'est parfois du charabia juridique et qu'on n'est pas fait pour ça parce qu'on est entrepreneur, eh bien il faut poser toutes les questions, être sûr, réfléchir et bien prendre en considération cette étape qui peut littéralement changer le reste de votre vie. Une fois que vous êtes sûr de l'acte de cession et de sa signature, eh bien il va falloir passer à l'annonce aux salariés. En effet, vous ne pouvez pas juste laisser le repreneur prendre la main comme ça sans introduction. L'objectif, c'est de faire simple et court. Remercier, évoquer le fait que vous avez confiance dans le repreneur et dans son projet et dans la vision qu'il vous a transmis, et ensuite lui donner la parole. C'est souvent un moment chargé en émotions. Pourquoi? Parce que vos salariés vous aiment bien et ils ont un peu peur du futur. Je sais que quand moi j'ai repris les entreprises d'Espace Vert, eh bien il y a un salarié qui a fait un petit malaise juste après mon annonce de reprise et il a fallu directement que je rentre en action puisque ça devenait mon entreprise et moi le directeur. Et donc le remettre tout de suite en confiance et passer à la suite. Et la suite, c'est quoi en général? Eh bien, c'est d'accompagner le repreneur. En général, dans le contrat, vous avez prévu des conditions d'accompagnement et il faut les respecter. Mais vous devez vous passer du mode de directeur à je transmets. Ne plus répondre directement aux questions, sauf si vous avez prévu un accompagnement vraiment long et très détaillé. Et si c'est une période relativement réduite, eh bien, toutes les décisions doivent être prises par le repreneur et plus par vous. Vous devez forcément renvoyer la balle à chaque fois vers lui plutôt que de vous prendre des initiatives, décider des choses sans qu'il soit même au courant. Ça ne serait pas lui rendre service à lui, mais pas vous rendre service à vous non plus. Je vous ai parlé de mon expérience en tant que créateur, repreneur et cédant d'entreprise, ainsi que les personnes que j'accompagne. Je fais cet accompagnement personnalisé pour chaque entrepreneur qui travaille avec moi, dont l'objectif est bien de mettre votre entreprise vendable. Pourquoi trop d'entreprises actuellement ne sont pas vendables? Elles sont rentables, mais elles ne sont pas vendables. L'objectif, c'est de passer de l'une à l'autre et de faire de votre entreprise un vrai actif pour lequel vous avez travaillé pendant des années et dont vous allez pouvoir profiter du fruit à la session. Je vous invite à me contacter par email. Il est disponible dans la description de cette vidéo. L'objectif, c'est d'avoir une première discussion, d'établir le niveau de vendabilité actuel de votre entreprise et surtout le plan pour faire d'une session réussie
votre projet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Mathieu Kaczmarek de Réussir ma session.